Et dans ce grand angle, nous allons parler d'une découverte tout simplement exceptionnelle, n'ayons pas peur des mots, celle de milliers de manuscrits inédits de l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline. Ils avaient été volés en 1944, une découverte qui met en émoi en tout cas le monde de l'édition. Et pour en parler avec nous, deux grands spécialistes de l'écrivain, David Alliot et Émile Bramy, pardon, j'ai confondu mes mots sur ma feuille. Émile Bramy, donc tous deux, je le disais, grands spécialistes de Céline. Déjà, je voulais vous poser une question à vous, David Alliot. Comment ont été retrouvés ces manuscrits? Dans quelles circonstances exactes? C'est des circonstances assez extraordinaires puisque ces manuscrits avaient été volés en 1944. La famille les avait gardés, ils les ont donnés à une personne qui, après les avoir gardés lui-même 15 ans, auprès de lui, a pris contact avec les ayants droit de Céline suite à la mort de Lucette Détouche en 2018. Donc c'est des papiers qui avaient disparu depuis 75 ans. Est-ce qu'on connaît le nom du mystérieux donateur de ces volumes? Non, je me retourne vers Émile Bramy, mais normalement non, on ne connaît pas encore. Si vous voulez, pour l'instant, on a une version, qui est la version de M. Jean-Pierre Thibaudat, qui est la personne qui a remis les documents à la famille. Vous nous rappelez qui Alors Jean-Pierre Thibaudat est un ancien journaliste de Libération qui dit qu'il a reçu de la part d'anciens résistants ou de descendants d'anciens résistants qui avaient fait une perquisition chez Louis-Ferdinand Céline en 1944, qu'il a reçu ces manuscrits et qu'il les a conservés par devers lui parce qu'on lui avait demandé de ne les faire réapparaître qu'à la mort de Lucette Détouche, qui est morte il y a 2 ans. Émile Bramy, vous ne croyez pas à cette version? Personnellement, non. Pourquoi? J'y crois pas parce que, si vous voulez, elle est... les faits ne sont pas... par exemple, pour prendre juste un exemple, cette perquisition aurait eu lieu en 1944, pendant l'occupation. Quand on est résistant, une des raisons de résister, c'est de faire savoir qu'on résiste. Or, cette perquisition a lieu et on n'en a jamais entendu parler, ni au moment où elle a été faite, ni après la libération. La première fois qu'on entend parler de cette perquisition, c'est lorsque M. Thibaudat remet les manuscrits. Et j'imagine mal qu'un tel acte, avec les conséquences qu'il a, puisse passer totalement inaperçu pendant 75 ans, alors que la biographie de Céline est connue quasiment heure par heure. Donc... David Alliot, on avait dit justement que ces manuscrits avaient été volés, justement. Ça, on savait qu'ils avaient été volés, parce que l'appartement de Céline a été pillé à la Libération, en août 1944 à Paris. Lorsqu'il fuyait la France pour le Danemark. Alors il est parti au mois de juin. Il est parti au mois de juin pour l'Allemagne, après pour gagner le Danemark, et l'appartement a été pillé officiellement au mois d'août, à la Libération de Paris. Donc ça, c'était parfaitement connu de l'historiographie célinienne, mais pendant 75 ans, aucun papier n'a fait surface. Donc il y avait deux solutions. Soit ces papiers dormaient quelque part dans une famille, soit ils avaient été détruits. À titre personnel, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'ils étaient perdus et détruits. Émile Bramy, ici présent, avait fait des recherches et il pensait qu'ils avaient été conservés. Son intuition était la bonne. Bravo à lui. Émile Bramy, justement, je voulais vous poser la question. Vous les recherchiez, ces textes, depuis des années? Alors, il se trouve qu'il y a, en 1997, j'ai acheté au fils de Maître Tixier-Vignancourt le dossier Céline. Et donc il y avait tous les actes de procédure qui avaient été faits autour de Céline, et il y avait en plus des dossiers, on va dire, parallèles. Et il y avait dans ces dossiers-là le dossier de Oscar Rosenbly, qui a été arrêté après la Libération parce qu'il avait volé pendant les perquisitions. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être une piste. J'ai donc écrit aux 160 Rosenbly qui vivent en France et j'ai eu une réponse. Et j'ai été en contact avec la fille d'Oscar Rosenbly qui m'a laissé entendre, je ne l'ai jamais rencontrée, qui m'a laissé entendre qu'elle avait effectivement des choses. Et donc, si vous voulez, pour moi, mais je prétends pas avoir raison, on a deux pistes. On a une piste qui est totalement sans aucune... Il n'y a rien. Voilà. Et on a une piste qui est documentée. Donc, si vous voulez, en toute logique, j'ai plutôt tendance à croire à la piste documentée qu'à la piste qui ne l'est pas. C'est tout. Mais je prétends pas avoir raison, pas du tout. David Alliot, on va rentrer dans le vif du sujet.
Que contiennent exactement ces manuscrits? Je crois que c'est des petits trésors de littérature qu'on a là. Ah oui, c'est 6000 pages de merveilles. Il y a notamment le Casse-Pipe, le grand roman de la guerre de 14, enfin de son service militaire et la guerre de 14, raconté par Céline. Il y a des morceaux de Voyage au bout de la nuit, il y a le manuscrit de Maura Crédit, il y a un manuscrit qui s'appelle Londres, qui a priori parle de sa période londonienne pendant la Première Guerre mondiale. Ah non, il y a des lettres, il y a une correspondance. Non, c'est une vraie merveille, c'est une pépite. Ce ne sont pas des fonds de tiroir, ce sont vraiment des textes entiers, corrigés de Céline et qui vont bouleverser notre perception de la littérature du XXe siècle, oui. Mais qui les a vus pour l'instant, ces manuscrits? Très peu de personnes. Alors d'où on tient ces informations? De quelques informateurs bien renseignés? Émile les a vus hier, je les ai entreaperçus aujourd'hui et je les vois demain. Je les ai vus hier. Donc voilà, une poignée de personnes qui... Je les ai vus hier, on est très peu nombreux à les avoir vus. Quelle impression vous avez eue quand vous les avez vus? Ils sont comment? Ils sont dans un bon état? Ils sont comment? Alors, ils auraient été conservés dans une cave. Donc, pour avoir été conservés dans une cave, ils sont plutôt en très bon état. Ils sont très lisibles pour la plupart, sachant que, par ailleurs, l'écriture de Céline est illisible, elle. Et si vous voulez, enfin, pour moi, ça a été une émotion inouïe. On est certain que ce sont des vrais? Absolument. Si vous voulez, moi, je travaille sur Céline depuis assez longtemps pour connaître l'écriture, où il n'y a aucun doute. Et puis, on voit, si vous voulez, de la manière dont ça se présente, on ne voit absolument pas quelqu'un faire 6 ou 7 000 pages de faux. Enfin, je veux dire, un faussaire aurait fait un roman, quelques pages. Feuilles, Mais là, en plus, c'est très disparate, si vous voulez. Il y a plein de manuscrits. Et puis, en plus, il y a beaucoup de petits documents qui sont des lettres, des choses comme ça. Non, il n'y a aucun doute quant à la réalité des choses. David Alliot, vous parlez carrément de bombe atomique concernant la découverte, notamment de Casse-Pipe. Mais de façon générale, il n'y a aucune comparaison possible avec ce qui a existé. On a retrouvé, par exemple, dans le passé, des manuscrits de Kerouac ou le manuscrit du Marquis de Sade. Le dernier événement littéraire en date, c'était les 75 feuillets de Marcel Proust. 75 feuillets. Là, on parle de 6000 pages. Donc, il n'y a aucune comparaison possible dans le monde littéraire, de l'édition depuis toujours, quoi. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire et on parle d'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, Céline, qui est le plus grand écrivain français avec Proust. Donc oui, c'est une bombe atomique. Retrouver ça 75 ans après, intact, 6000 pages d'un écrivain majeur, il n'y a pas d'équivalence. Oui, et puis ce ne sont pas des ragotons, oui, c'est-à-dire que ce sont des romans. C'est pas des brouillons, c'est pas des petits bouts, il y a au moins 2 romans complets. Il y a 6 ou 7 chapitres inédits de Voyage au bout de la nuit. Enfin, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Donc, on va retrouver du Céline sur les tables des libraires. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ces documents, un jour, vont être publiés? Je crois qu'il y a les éditions de Gallimard qui sont en lice, notamment. C'est la logique des choses. À un moment donné, quand vous retrouvez 6000 pages d'un écrivain majeur, la logique, c'est qu'il soit publié. Donc ça, effectivement, c'est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Ça vient tout juste d'être découvert. Mais effectivement, la logique, c'est que ce soit publié. Après, c'est les ayants droit qui décideront. Alors, l'œuvre de Céline est admirée à travers le monde. Vous le disiez, c'est un des écrivains français les plus lus. Pourtant, Céline traîne une réputation assez sulfureuse, notamment pour son goût pour la provocation. Il avait un racisme assez décomplexé. Comment vous expliquez que aujourd'hui, l'œuvre a pris le pas sur l'homme? Avec Céline, c'est toujours très compliqué parce qu'on a affaire, si vous voulez, en France, on a un esprit on essaie d'avoir un esprit cartésien. Un grand écrivain doit être un génie absolument parfait. Il doit être, de gauche, avec des engagements humanitaires, etc. Là, on a un très grand écrivain. Ça, nul ne le conteste. D'un point de vue du style, c'est un grand écrivain. Et qui a écrit des horreurs racistes, antisémites, des pamphlets antisémites abominables. Donc on a affaire à un génie qui est peut-être une ordure humaine. Donc c'est le grand paradoxe de Céline, c'est ça. C'est ce qui fait son charme aussi, malheureusement. Émile Bramy, Céline, il était moderne, anti-moderne. C'est ça, la grande force de Céline? Je crois que sa grande force, c'est d'être absolument inclassable. C'est-à-dire que, comme tous les génies, il est totalement en contradiction avec ce qui précède et surtout, il n'a pas d'héritier. C'est-à-dire qu'un génie, c'est une apparition unique. Et il y a beaucoup d'imitateurs et souvent les imitations sont catastrophiques, il faut dire les choses comme elles sont. Mais il est totalement unique. C'est-à-dire que personne n'a écrit comme lui avant, personne n'a écrit comme lui après. Qu'est-ce qu'elle avait justement de spécial, cette écriture ?
C'est une écriture, en fait, c'est quelqu'un qui a totalement déstructuré la phrase. C'est-à-dire qu'il a supprimé les conjonctions de coordination. Moi, j'ai une expression, je dis que Céline a vaporisé la langue. Voilà. Et je trouve que c'est... Il avait un parler plus populaire, c'est ça que vous voulez dire? Alors, le parler populaire, l'argot, il le dit lui-même, c'est quelque chose dont il saupoudre ses textes. C'est juste... Mais il dit lui-même, quand on met dans la cuisine trop de poivre, c'est pas bon. Donc, non, c'est vraiment quelqu'un qui a une... Et puis, si je peux parler juste pour moi, c'est quelqu'un qui exprime le monde, pour moi, comme parfaitement, et comme je serais tout à fait incapable de l'exprimer moi. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un écrivain majeur, quoi. David Alliot, si nos téléspectateurs veulent découvrir l'œuvre de Céline, par quoi doivent-ils commencer? Alors, il y a deux grandes écoles chez les Céliniens, c'est Voyage au bout de la nuit. Je parle pour moi. Grand classique. Grand classique. Voilà. Et Émile Bramy, ici présent, vous dirait Mora Crédit. Donc on prend les deux. On peut prendre les deux, c'est au format de poche, ça ne ruinera pas le lecteur. Et avec Voyage au... Alors c'est vrai que Voyage au bout de la nuit est peut-être encore un petit peu classique dans sa forme, dans la trame, alors que Mora Crédit est beaucoup plus novateur dans la langue et dans la structure. Mais les deux sont des ouvrages absolument extraordinaires. C'est-à-dire, à mon avis, il est plus facile d'entrer dans l'œuvre par Voyage au bout de la nuit. Mais si on veut lire vraiment du Céline, c'est Mora Crédit. Voilà, je vais vous demander lequel était le plus simple, on va dire, pour commencer. Non, pour entrer dans l'œuvre, indiscutablement Voyage au bout de la nuit, parce que si vous voulez, la révolution stylistique n'est pas encore faite dans Voyage au bout de la nuit. Elle se fait à partir de Mora Crédit. Est-ce qu'à votre avis, un jour, l'œuvre de Céline pourrait être adaptée au cinéma ou à la télévision? C'est le dernier Far West, entre guillemets, célinien. C'est la dernière chose qui manque. Émile Bramy a sorti un livre, d'ailleurs, là-dessus, sur Céline au cinéma. Et il y a eu beaucoup de tentatives, mais on espère maintenant qu'il va y avoir une actualité assez formidable dans les 10 ans à venir sur Céline. On espère que ça va lancer une dynamique pour une adaptation de Voyage au bout de la nuit au cinéma. On espère voir ça, en tout cas. Pourquoi ça n'a pas encore existé jusqu'à maintenant? Alors, ça n'a pas encore existé parce qu'il y a un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que désormais, c'est un film en costume, donc il coûte très cher, mais avec les trucages, ça coûte un peu moins cher. Et puis, c'est surtout parce que c'est un texte qui repose sur le style. Donc, il faut déjà écrire un scénario, et il faut trouver un metteur en scène qui, cinématographiquement, va trouver l'équivalent du style de Céline. C'est-à-dire qu'il faut trouver un génie cinématographique qui va arriver à adapter un génie littéraire. Et ça, c'est très compliqué. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir partagé ce soir votre passion pour Louis-Ferdinand Céline avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci, David Alliot. Et merci Émile Bramy. Merci à tous les deux.